BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h et nous avec un invité exceptionnel, je vais vous en parler dans un instant. Mais on va déjà beaucoup parler de Nvidia. Nvidia avec des records et des résultats époustouflants. 120 milliards de dollars. Non, ce n'est pas le chiffre d'affaires, ce sont les bénéfices. 30 fois ce qu'il faisait il y a 3 ans. On va en parler avec nos débriefers parce qu'il y a quand même quelques grands enjeux autour de Nvidia. On va enchaîner avec Stellantis qui avait abandonné la conduite de niveau 3 il y a quelques mois, qui revient avec un investissement dans une start-up britannique. L'occasion aussi de revenir sur cette stratégie. Et puis je vous l'ai dit, invité exceptionnel. Ce sera aux alentours de 20h30. Yoshua Bengio, c'est l'un des prix Turing 2018 en même temps qu'un certain Yann Lequin. Il nous parle de tout, de sa vision de l'intelligence artificielle. Il parle beaucoup d'honnêteté, de confiance et d'inquiétude aussi. Vous verrez tout ça ensemble. Et d'ici là, on a 1 heure de débrief avec nos débriefers. Vous allez voir, il y a beaucoup de sujets ce soir. Restez avec nous jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Voilà, le débrief de la tech ce soir avec un Nvidia qui surperforme. Rendez-vous compte, le chiffre d'affaires dépasse les 200 milliards, mais les bénéfices sont à 120 milliards. Oui, 120 milliards, c'est 30 fois, je vous le disais, ce qu'il faisait il y a 3 ans. C'est quand même assez incroyable, on va en débattre. On reviendra évidemment aussi sur Stellantis, qui est à la poursuite de Waymo. On va parler aussi de petites applications, notamment une petite application qui permet de voir quand vous avez un peu peur des gens qui ont des lunettes connectées, savoir un peu si autour de vous, des lunettes connectées sont en train de se promener. Ça vous paraît un gadget, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. On va en parler avec nos débriefeurs vedettes ce soir. Marion Moreau, bonsoir. Bonsoir. Marion, merci d'être avec nous, journaliste et fondatrice d'Or-Norme Média, donc qui reprend notamment toute la tech, les enjeux géopolitiques. Géopolitique de la tech, depuis 2022. Notamment. Avec nous également Julien Villeray. Bonsoir Julien. Bonsoir Frédéric. Directeur de l'innovation chez EDF, évidemment au fait de toutes ces innovations. Et Didier Sanz, bonsoir Didier. Bonsoir. Journaliste tech, bien connu évidemment si vous suivez l'actualité tech depuis quelques années, et puis qui vient régulièrement ici. Non mais je me mets dans le bloc aussi. C'est toi l'invité vedette. Voilà, et qui vient régulièrement ici dans ce Tech & Co pour débattre de tous ces sujets. On va démarrer par justement ce Nvidia. Alors c'était assez amusant hier soir pour ceux qui ont regardé les résultats. On avait un Jensen Huang évidemment qui a dit bulle, mais quelle bulle? Il n'y a pas de bulle. Et puis, on a vu la directrice financière arriver et là, tout a changé. Donc, hier soir, Wall Street avait donc les yeux rivés sur Nvidia, devenu un baromètre mondial de la tech. Un bénéfice net, je vous l'ai dit, qui double. Alors ça, c'est pour le seul trimestre à 43 milliards de dollars. Surtout, Jensen Huang a tenté de rassurer les marchés. La bulle que tout le monde craint, lui, il n'en voit pas. On écoute ce sujet d'Anthony Borel. Non seulement il n'y a pas de bulle, mais c'est pire que ça. On est au début d'un cycle. On n'a encore rien vu dans ce domaine. Alors c'est vrai que c'est un message qu'il essaye de faire passer, mais quand on l'écoute, c'est vrai que ça se tient en réalité. Ce qu'il explique, c'est que oui, il y a une croissance folle du secteur, mais que cette croissance, elle repose sur des éléments concrets, sur des éléments tangibles. L'explosion de la demande en puissance de calcul. Et ça, c'est factuel. On l'a vu au moment des résultats des GAFAM. Ils sont tous en train d'exploser leur budget dans les data centers, dans les GPU. Et ça, évidemment, Nvidia en est le premier bénéficiaire. Et Huang dit... il va même y avoir une croissance exponentielle, ça va continuer. Pourquoi ? Parce qu'on entre dans l'ère de l'IA agentique, des fameux agents IA, on en parle depuis longtemps, ça y est, on est en train d'y arriver, et ces IA agentiques, ce sont des ogres, c'est-à-dire que autant aujourd'hui, vous posez une question à ChatGPT, résume-moi un mail, fais-moi une dissertation, ça prend 2 secondes, autant ces agents IA, ça va être des super collaborateurs qui vont travailler 24 heures sur 24, auxquels on va pouvoir confier des tâches qui sont extrêmement complexes, et ça, forcément, ça demande une puissance une puissance de calcul qui est infiniment supérieur. Jensen Huang dit 1000 fois supérieur. Alors, il est un petit peu dans l'hyperbole, évidemment, mais on est quand même dans cet ordre d'idée-là. La puissance de calcul, c'est devenu le nouveau carburant de l'innovation et Nvidia en est le principal fournisseur. C'est vrai pour les agents, ça va être vrai aussi pour les voitures autonomes, pour les robots aussi avec de l'IA embarquée. Ça, c'est le futur selon Nvidia. Alors, ça suffit pas non plus à dissiper toutes les inquiétudes sur la surévaluation de l'écosystème IA avec tous ces problèmes de financement circulaire, des géants de la tech qui investissent des milliards les uns dans les autres. Est-ce que ça fait pas gonfler artificiellement les valorisations? Probablement que si. Et puis aussi des questions sur le leadership d'Nvidia, incontesté, certainement pas incontestable. Il y a de plus en plus de concurrence du côté d'AMD, du côté de Google qui conçoit ses propres puces. Ils ont présenté à nouveau Nvidia d'ailleurs leur future génération qui s'appelle Vera Rubin, qui serait beaucoup plus efficiente d'un point de vue énergétique et dont la sortie est prévue cette année.
Voilà, bulle, quelle bulle, a dit Jensen Huang, et puis sa directrice financière, elle, par contre, a un peu freiné les ardeurs de beaucoup de monde. Le titre a dégringolé, alors là, il est à moins 4%, mais il avait dégringolé de 5%. Comment il faut voir ces résultats? Alors, époustouflants, hein, quand même, 130 milliards de dollars, je crois que beaucoup d'entreprises... 70% de marge. Oui, en plus. 70% de marge. Évidemment, en fait, c'est une planche à billets, hein, en ce moment. C'est-à-dire qu'ils impriment des billets. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Quand on fait 70% de marge sur un marché où on est ultra dominant. Avec des clients qui ont déjà prévu d'investir 600 milliards, hein, si je prends les 4, la Meta, Amazon, Google et Microsoft, sur l'année 2026, dans les infrastructures IA, et donc beaucoup dans les puces Nvidia. Exactement. Ils ont aujourd'hui un peu le perfect storm, mais positif. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui un produit qui est leader et qui, honnêtement, technologiquement, reste très en avance. Si on prend Vera Rubin, dont parlait Anthony Morel, donc la technologie qu'ils sont en train de commercialiser, c'est globalement 10 fois plus performant que la précédente, avec seulement 2 fois plus de consommation d'énergie. Donc c'est une avance absolument incroyable. Et vraiment, ils ont laissé sur place AMD et les autres. Et la couche logicielle CUDA, qui est quand même essentielle. Ils ont une couche logicielle absolument extraordinaire. Ils capturent aujourd'hui la majeure partie de la ressource de fonderie mondiale, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier acheteur dans les fonderies, c'est-à-dire les gens qui fabriquent physiquement les puces, devant Apple depuis quelques mois. Donc ça veut dire qu'ils ont évidemment une puissance d'achat et donc une façon de capter finalement toute la ressource extrêmement forte. Et puis moi, je suis complètement d'accord avec cette idée qui est qu'on n'en est qu'au tout début de l'IA. Évidemment, l'IA agentique, il suffit de l'utiliser entre une requête ChatGPT à 5 secondes et une requête agentique qui va prendre 15-20 minutes à traiter, on voit bien la puissance de calcul nécessaire. Et l'IA physique, Jensen Huang en a parlé. Avec les robots, c'est toujours absolument une frontière. C'est toujours sa courbe, hein, l'IA normale, l'IA agentique, et puis l'IA physique qui arrive. Et donc la robotique et la capture de données en temps réel via des caméras qu'on va porter sur nous, confère la discussion qu'on aura peut-être sur les Meta Glass, mais sur les autres également, ça va demander des puissances de calcul incroyables. On en est au tout début, donc je pense qu'ils ont un avenir radieux devant eux. Oui, alors c'est intéressant parce que... On est reparti pour 30 ans. Ouais, à une époque, on disait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le matériel, c'est mort. Oui. Maintenant, il faut du logiciel. C'est le logiciel qui va porter la croissance, etc., etc. Et là, il nous prouve le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est une entreprise qui fabrique des produits concrets, qui explosent même des serveurs, il faut savoir, nous on parle des puces, mais ils peuvent livrer des data centers clairement. Absolument, ils capturent d'ailleurs toute la mémoire, il y a un problème avec ça aussi, on peut en parler. Mais donc c'est intéressant parce que actuellement, c'est la société liée à l'intelligence artificielle qui est la plus rentable. Les autres, c'est que dalle. OpenAI, ils perdent de l'argent. Perplexity, on en parle sans arrêt, ils perdent de l'argent. Tous ces gens-là perdent de l'argent. Tous les gens qui sont sur le logiciel de l'intelligence artificielle, c'est peut-être les prémices, mais en attendant, ils n'ont pas atteint leur équilibre, alors qu'eux, ils font des bénéfices complètement extraordinaires. Ils ont fait 94% de plus de bénéfices que l'an dernier. Je connais peu de boîtes. Et surtout avec une avance. C'est même pas, vous savez, dans le cadran du... Alors c'est le BCG, il y a la partie vache à lait, c'est ce qui rapporte de l'argent, mais qui est un produit qui est peu à peu en train de mourir. Puis il y a les produits un peu top élite qui sont les produits futurs. Lui, même son produit vache à lait, il est placé dans les top élites. C'est celui qui rapporte de plus d'argent, mais ils conservent leur avance technologique. Il faut se rappeler cette expression qui est très juste dans ce cas-là. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est pas les chercheurs d'or, c'est les vendeurs de pelles. C'est un vendeur de pelles. Et il vend des pelles à des gens qui vont aller chercher l'or. Et lui, il le produit l'or. Jusqu'à quand Et on va justement essayer de comprendre un petit peu, est-ce qu'il y a quelques risques, évidemment. Anthony Morel parlait de ce côté financement circulaire. J'investis dans ton entreprise si tu m'achètes mes puces. Et puis moi, et toi-même, voilà. Et puis le jour où il y a un grain de sable dans le rouage, ça peut entraîner cette chute, Marion. Oui, parce que c'est vrai que derrière ces centaines de milliards qui font, c'est vrai, rêver n'importe quelle entreprise, même publique, c'est sûr que c'est extrêmement étonnant, mais ça va avec la croissance des investissements dont on voit bien. Il y a un pari sur 600 milliards de levées de fonds de la part des grands big tech maintenant de l'IA. Après, il y a aussi des analyses derrière, effectivement, à faire. C'est que la demande n'est pas encore là. La demande de GPU, de CPU, elle est là. Et d'ailleurs, pas que, à mon avis, sur l'IA. Tout ce qu'ils produisent, ils l'ont déjà vendu. Voilà. Sur le quantique aussi, on va avoir besoin de ces cartes graphiques et de tous ces composants qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, refabriqués, il faut bien le rappeler, à Taïwan et pas aux États-Unis.
Donc il y a quand même une dépendance à Taïwan qu'il faudra gérer quand même à l'avenir assez vite. Et même si Taïwan... 2027, tu vas falloir regarder ça. Voilà, mais même si Taïwan est en train de construire des usines, c'est pas tout à fait prêt quand même. Les autorités taïwanaises n'ont aucun intérêt à décentraliser la production. Et ils ne laisseront pas partir le bijou de famille, bien évidemment, pas sur les puces de pointe. Mais bon, on verra si les milliards de Nvidia arrivent à convaincre le gouvernement taïwanais, pourquoi pas. Après, ce qui se dit aussi dans d'autres analyses aux États-Unis, je ne sais pas si vous les regardez aussi, c'est la demande des composants Nvidia, elle est liée quelque part à la dette des acteurs comme OpenAI ou Anthropic ou Google ou éventuellement Amazon, bien qu'Amazon se mette beaucoup sur le hardware depuis pas mal d'années. Et ça pose question parce que s'il y a une demande exponentielle par le fait d'avoir des signaux qui reste une dette à crédit pour Nvidia, mais à forte perte pour des gens comme OpenAI, c'est pas gagné que la croissance soit là et l'adoption soit massive demain matin. Donc comment on fait demain pour construire un marché où le poids des acteurs acheteurs sera très endetté par rapport à la demande? C'est justement la crainte. Alors il y a une crainte, évidemment, il y a des... Alors, ils ont quand même un beau monopole, je le redis encore, avec leur partie logicielle à un CUDA, leur avancée technologique sur la partie hardware, leur partie logicielle CUDA, mais on voit quand même une concurrence qui commence à s'organiser. Meta a affirmé investir 60 milliards il y a quelques jours chez AMD pour les pousser à aller plus vite dans ce domaine. OpenAI avait signé aussi, on a Broadcom. On a Intel qui, même moribond, un jour finira peut-être un jour par sortir du bois, bon pas au niveau de Nvidia. Donc il y a ça. Et puis, si un jour il y en a un qui commence à dire, écoutez, moi le ROI, j'ai beau investir, le ROI, j'y arrive pas. Là, on va peut-être avoir des... Oui, alors attention, parce qu'il y a quand même des acteurs... effectivement, OpenAI, c'est un vrai risque. Clairement, la solvabilité d'OpenAI, c'est un vrai risque. Je suis complètement d'accord. Mais il y a des acteurs qui sont totalement solvables aujourd'hui et pour le très long terme. Je veux dire, Google est atrocement solvable. Google n'est pas du tout endetté. Google ne s'endette pas pour ses capex aujourd'hui. Même Meta. Meta ne s'endette pas pour ses capex aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Meta et Google qui développent leurs propres chips par ailleurs, eux aujourd'hui sont des acheteurs probablement de très long terme de ce genre de technologie. Et probablement, je ne suis pas dans le cœur de leur stratégie au quotidien, mais j'imagine que dans leur board, ils doivent discuter souvent du fait que eux, ils ont la capacité d'investir à perte, effectivement, pendant très 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 longtemps pour capturer ce marché. Et c'est clairement la stratégie, en tout cas de Google. En espérant que peut-être qu'OpenAI, peut-être qu'Anthropic, peut-être que Perplexity, eux, vont prendre le bouillon. Et en plus, ils pourront peut-être racheter des data centers. Voilà. Moi, la question qui m'inquiète peut-être plus pour Nvidia, c'est la question de l'obsolescence. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ça joue en leur faveur, puisque les puces sont de plus en plus puissantes, de moins en moins consommatrices. Donc, on a tous envie d'acheter des puces de dernière génération pour être dans la course. Mais enfin, tout ça, c'est des actifs. C'est des actifs au bilan des entreprises, les data centers, et des actifs qui se comptent en centaines de milliards aujourd'hui. Si ces actifs continuent de se déprécier aussi vite, ça pourrait effectivement, pour des acteurs peu solvables qu'ils sont aujourd'hui, mais très endettés en tout cas comme OpenAI, ça pourrait constituer un risque de bilan. Mais moi, le risque systémique qui est agité aujourd'hui, le risque de bulle pour le dire un peu rapidement, à mon avis, à ce stade, il est un petit peu sur... Oui, moi je crois plus à des petits coups de dépréciation, des petits coups des trous d'air un peu, voilà, comme on dit dans le monde, dans l'aviation. Il y a un truc à relever quand même dans ces résultats, c'est qu'on craignait à une époque, suite aux embargos américains sur la Chine, que Nvidia prenne le bouillon justement parce que c'était une grande partie de ses revenus de vente des cartes graphiques et des composants en Chine. Apparemment, ils sont revenus, l'administration américaine est revenue sur cette histoire. Il y a plusieurs allers-retours, oui. Voilà, et à un moment, ils interdisent, après ils annulent l'interdiction, après ils disent OK, mais seulement tel type de puce, enfin bref. Et puis après, les Chinois disent non, mais nous, on n'en veut pas. Oui, de toute façon, on n'en veut pas, on a les nôtres, on est très bien avec. Et alors, il se trouve que d'après ce que j'ai compris, ils attendent absolument, enfin, Nvidia n'attend aucun bénéfice venant de Chine. Mais ils viennent quand même d'avoir la licence d'export des H200 vers la Chine, sur une petite livraison. Voilà, mais pour eux, c'est pas stratégique. Donc il y a aussi un grand gap par rapport à l'année dernière, où ils comptaient énormément sur le marché chinois, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Après, les experts, les analystes financiers, la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'ils vont réussir à tenir cette cadence de croissance, parce que on touche le ciel. On sait qu'il y a on peut aller beaucoup plus haut maintenant, on le voit avec nos fusées, mais enfin, ça paraît quand même un peu difficile tout ça. Oui, mais il y a cette cadence, est-ce qu'ils peuvent maintenir tout ça? Ils peuvent maintenir, en tout cas, ils font les réserves mondiales, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la banque, c'est effectivement l'acteur hardware majeur mondial. Il n'y a personne aujourd'hui aussi grand distributeur qu'NVIDIA, et c'est vrai que c'est une croissance extrêmement impressionnante, comme l'a été SpaceX un peu, c'est des trajectoires étonnantes.
Maintenant, il y a des marchés qui sont intéressants. Tu parlais de la Chine. Il ne faut pas oublier quand même que si Apple vendait moins d'iPhone en Chine, les chiffres sont surprenants de l'année dernière sur le marché de la vente des smartphones Apple. Donc on verra, parce que c'est pas gagné. La Chine elle-même a envie de s'émanciper de tout ça, mais il y a quand même des marchés qui restent intéressants. Il ne faut pas oublier des marchés comme les Émirats Arabes Unis, qui aujourd'hui ce sont tout Moyen-Orient, les garants du projet Stargate, dans lequel d'ailleurs Nvidia est inclus dedans. Donc il y a peut-être des marchés clés qui seront peut-être pas ceux des marchés, les marchés qu'on connaît, par exemple domestiques aux États-Unis, et qui viendront peut-être d'ailleurs, notamment ces territoires du Golfe. Moi, j'attends de voir aussi, il y a des petites concurrences parfois. Alors, on a parlé de ces TPU, de tout ça. Pourquoi pas un AMD qui sort un peu du bois en ce moment. Il y a une petite boîte, je vous conseille d'aller voir un peu ce qu'ils font, qui s'appelle Thalas, T2ALAS. Ce sont des Australiens, il me semble. Eux, ils ont décidé de sortir des puces avec directement le LLM gravé dessus. Alors, c'est one shot, hein, on tire qu'une fois. Tu peux pas, c'est pas évolutif, du coup. Voilà, c'est pas évolutif, mais voilà, pour répondre à de l'embarqué, des choses comme ça pourrait très bien, enfin, ça n'ira pas concurrencer Nvidia. Voilà pour ce sujet. Enfin, je ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter, mais voilà, en tout cas, des chiffres qui font rêver beaucoup d'entrepreneurs et de grands dirigeants. Coup dur pour l'IA en France. Microsoft va fermer son centre d'ingénierie près de Paris. Didier, c'est toi qui avais repéré ce sujet-là. Alors moi j'ai appelé Google, enfin je te dirai après, mais voilà. Microsoft. Microsoft, oui, pas Google. Ouais, alors c'est le bâtiment qui est en face. C'est le bâtiment qui est en face, oui. Qui est le siège de Microsoft en France. Pour rappeler, on est dans le sud de Paris, le sud-ouest de Paris, et c'est vrai que les studios de BFM sont à quelques pas du siège de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Alors c'est intéressant parce que Microsoft avait créé ce centre. En fait, à l'origine, c'est un centre de recherche en développement qui, à partir de 2019, s'est plutôt concentré sur l'IA. C'est l'époque où on commençait à voir apparaître ChatGPT, etc. Et ils ont beaucoup travaillé. Il y a une centaine de développeurs internationaux sur ce siège français qui ont beaucoup travaillé sur Azure, sur toutes les briques d'IA qu'on peut intégrer dans le cloud, sur Azure, sur Copilot, etc. Ils ont même déployé leur technologie dans différents pays du monde, etc. Et puis là, Microsoft dit OK, maintenant, on va essayer de faire un peu plus... d'optimiser les localisations, donc on va en rapatrier une partie à Dublin, on a des centres de recherche aux États-Unis, etc. Alors, en soi, on sait Microsoft, ils n'ont pas de problème à licencier des volumes, ils ont viré 6000 personnes l'an dernier, 4000 quelques mois plus tôt, enfin bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Microsoft s'était engagé et avait parlé d'investissement massif dans l'IA en France, c'était il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois. Ah oui, 4 milliards. En disant qu'ils allaient investir 4 milliards d'euros dans une unité en France qui serait spécialisée dans l'IA. Donc c'est un peu contradictoire, alors, et ça pose question. Ouais, alors moi, je les ai appelés pour en savoir un peu plus. Ils m'ont dit qu'en gros, ces développeurs-là, c'était de l'ingénierie. Il y avait un peu de développement IA, mais il n'y en avait pas tant que ça. Ils travaillent beaucoup sur le web search, sur Bing, tout ce genre de choses, et sur la partie mobile, sur la partie publicité mobile, et qu'en fait, voilà, c'était issu de plusieurs rachats qu'ils avaient faits, que les 4 milliards ne sont pas du tout remises en cause, mais que là, il fallait un peu moderniser un peu toutes les technos sur lesquels, les projets sur lesquels travaillaient ces personnes-là, et que, voilà, relancer un peu. Alors, c'est peut-être un aveu d'échec de 2019 où ils se sont dit... c'est trop long, on a trop de trucs à faire, et puis on a d'autres équipes, et donc on va les pousser à aller rejoindre les autres équipes. Mais par contre, ils m'ont dit que ça ne remettait pas du tout en cause les 4 milliards annoncés par Brad Smith, qui était venu l'annoncer ici. Voilà, c'est la réponse de Microsoft, pour être tout à fait honnête, voilà, pour les avoir appelés cet après-midi. Bon, c'est quelques centaines, 200 personnes, c'est ça, hein 100 personnes. 100 personnes, donc ouais. C'est vraiment à l'échelle de Microsoft totalement epsilonesque. Évidemment, pour les gens concernés, c'est dur, mais c'est vraiment pas un sujet de volume pour Microsoft. Je sais pas dire si la réponse qu'ils ont faite est totalement transparente ou pas, mais ce que pour moi, ça évoque quand même, et c'est ça qui est un peu douloureux, c'est que quand on dit je vais concentrer les compétences à Dublin ou à Redmond ou ailleurs, bon, pourquoi pas, après tout, se faire des hubs plus renforcés, c'est logique. Enfin, c'est pas en France. Donc si c'est pas en France, c'est un petit truc entre nous. Je dis à Didier de faire attention. Il a posé son portable sur le micro et quand ça vibre,
D'accord. On entend. Et voilà, excusez-nous. Et donc, quand on choisit de ne pas le faire en France, mais plutôt de le consolider ailleurs, ça veut dire qu'à la fois, les compétences que l'on trouve en France ne sont pas clés, et ça veut aussi dire qu'on a du mal à attirer des compétences clés en France. Donc, c'est juste ce signal-là qui n'est pas agréable. Oui, mais même les attirer en France de la même façon. Okay. Et du coup, je trouve que c'est un signal un peu négatif, sans connaître évidemment le fond des raisons. Bon, c'est pas très agréable pour la France. Marion ? Il y a de toute façon, c'est lié au sujet d'avant, c'est que c'est très probablement lié aussi au fait de tout miser sur l'IA. Je pense que on veut rationaliser aussi les équipes. Voilà, peut-être que effectivement les 100 personnes, je ne sais pas si elles vont être remobilisées sur d'autres sujets chez Microsoft, mais clairement, le sujet aujourd'hui, c'est l'IA, et pour Microsoft, évidemment. Donc, il y a probablement un recentrage. Ça rappelle un peu, tu te rappelles de la vague de licenciements qu'il y a eu là, ces derniers mois, où à chaque fois on disait c'est à cause de l'IA. Oui. Voilà, c'était le... Alors, par double effet rebond. Alors, voilà, ils voulaient que ce soit en prétexte, direct, mais c'est un peu mythologique. Voilà. Oui, parce qui qu'on a était vu... démenti par Christine Lagarde aujourd'hui d'ailleurs, dans le Financial Times. Non, mais moi j'avais regardé, un Capgemini disait 2400 personnes en France à cause de l'IA. En fait, on regardait depuis 18 mois, tous les 3 mois, Capgemini c'était moins de 5% en France. Donc à un moment, les ingénieurs, s'ils n'ont pas de boulot, c'est quand même de la matière grise qu'ils vendent autour de tout ça. Donc ces licenciements sont arrivés. Autre sujet, Apple met en place sur l'App Store un système de vérification automatique de l'âge. Alors en gros, de ce que je comprends, c'est des méthodes, on regarde l'ancienneté du compte, la présence d'une carte bancaire, voilà, on fait tout un faisceau d'indices et puis on dit celui-là, il doit avoir plus de 18 ans. C'est ça l'idée ? C'est tout à fait ça l'idée. Ils ont développé ça sous la pression des régulateurs mondiaux, très clairement, et à commencer par le UK, puisque c'est au Royaume-Uni en fait, que la pression est la plus forte aujourd'hui là-dessus. Enfin, on connaît l'histoire australienne et d'autres endroits dans le monde où ça se développe. Ce qui est, à mon avis, très intéressant sur ça, c'est que jusqu'à présent, et ils ont pris tout le monde par surprise, c'est dans une version bêta de leur OS que c'est apparu, ils ont pris tout le monde par surprise que jusqu'à présent, tout le monde est poussé à faire ça, et en particulier les méta, etc., qui disaient « moi, j'ai pas envie de m'occuper de ce sujet, donc je veux bien le déléguer aux plateformes ». Quand on entend ça, on se dit « bah oui, quelqu'un qui a depuis tant d'années, oui, visiblement ». Donc Apple et Google ont toujours refusé de rentrer là-dedans, et puis là, contraints et forcés, ils le font, et objectivement, ça fait du sens, effectivement, moi je suis complètement d'accord avec ça. Mais donc ils ont complètement tourné Kazakh là-dessus, puisque voilà, ils se sont lancés dedans, visiblement, ça marche plutôt bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on disait, et on a souvent eu ce débat sur ce plateau, c'est impossible, la vérification d'âge à grande échelle, on n'y arrivera jamais, etc. machin. Un peu de trafic. En fait, si. Ça marche. Oui, à partir du moment où ça vient du matériel, c'est-à-dire de la personne, de la marque à qui tu fais confiance pour confier tes données, en fait, c'est eux qui ont les clés du système. Et ça paraît tellement évident quand on y pense. Plutôt que d'avoir à se justifier devant chaque site web, chaque service en ligne, en disant oui, j'ai bien dit plus de... Tu le fais une fois pour toutes, et en plus, ça communique directement avec le système. Si tu as une adresse CompuServe... voilà, ça prouve que tu as plus de 18 ans. Pourquoi tu en as toujours une Je crois que j'en ai toujours une. Elle doit être 101.111. Oui, c'est ça, c'était les numéros. Marion. Moi, je trouve que ça... Alors, c'est effectivement lié à la pression des régulateurs, dans un contexte où quand même ces sujets-là sont débattus à très haut niveau, y compris chez nous. Et puis c'est sensible. C'est régalien comme sujet. Je voyais... enfin, c'est lié quelque part, mais je voyais Instagram qui aujourd'hui a sorti une news en disant on préviendra les parents si sur un compte Instagram on voit le mot suicide qui apparaît. Voilà, on voit quand même que tout ce contexte-là, tout cet écosystème se range derrière un peu de raison. C'est pas plus mal. Mais au-delà de ça, si on regarde un petit peu. D'un point de vue marketing pour Apple, parce que Apple fait pas de philanthropie, pas qu'on sache en tout cas, c'est un argument qui rentre dans je dirais une logique de compliance, comme on dit en anglais, où Apple, vis-à-vis de ses thèses de croissance vers les données de santé, Apple mise beaucoup sur la santé du futur. Et je trouve que c'est intéressant comme signal faible de rajouter cette brique de l'âge sur une marque qui sera 100% garantie, on est propre, on fait les choses bien. Et puis ça rentre dans leur... ça rentre dans leur logique marketing. Dans leur discours sur les données privées, l'intimité, le fait que chez eux... Après, les banquiers font ça depuis longtemps,
d'analyser un peu pour un peu calculer la solvabilité d'une personne. Regarder depuis combien de temps ils sont clients, combien de fois ils sont dans le rouge, sauf qu'ils sous-traitent à des boîtes qui se font piquer nos données. Voilà, après, il y a ça. Après, est-ce que de là, on sort pas peu à peu et on va aller vers le scoring, ce genre de choses. Enfin, voilà, je pousse un peu la barre un peu loin. Moi, mais si je me fais l'avocat du diable pour Apple, et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, mais si je me fais l'avocat du diable, ça peut avoir deux effets de bord. Un positif, qui est de dire les parents vont vouloir équiper les enfants avec des smartphones Apple pour justement s'assurer qu'ils ne puissent pas accéder à ces services. Bien. Mais autre effet de bord possible, les jeunes vont trouver ça pas cool du tout d'avoir un iPhone finalement, parce que ça va être le téléphone qui va être bridé par papa-maman. Donc je ne sais pas de quel côté la pièce va tomber. Bon, si les régulateurs l'imposent, de toute façon Google devra faire la même chose. Donc voilà, ça résoudra le problème avec Android. Mais voilà, je pense qu'au niveau marketing, ça va être une question. Oui, mais qui a la carte bleue? C'est la fin de l'autodéclaration, quoi qu'il arrive. En tout cas, visiblement, on y va à marche forcée. Ouais. En tout cas, voilà, sujet intéressant. Ça apparaîtra, alors c'est à partir de l'iOS 26. Pour l'instant, c'est en bêta et en test au Royaume-Uni. Mais vraiment, quand j'ai lu l'histoire de la méthode, ancienneté du compte, présence du carte bancaire, analyse de la Face ID, je me dis, bah oui, quand même, enfin, ça, ils les ont, les datas. Puis en rajoutant 2-3 datas, ils ciblent parfaitement la personne. Allez, on va marquer une courte pause. On va se retrouver juste après pour la deuxième partie de ce débrief. En attendant tout à l'heure l'interview de Yoshua Bengio, donc prix Turing, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette fin d'émission. Mais on a encore beaucoup de choses. Je voudrais qu'on va parler de Stellantis, alors des résultats pas très bons de côté voiture, mais c'est pas ça dont on va parler. On va surtout parler de ses investissements dans la conduite autonome. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, j'ai oublié de redémarrer le micro. On retrouve nos invités, nos débriefeurs. Marion Moreau, journaliste fondatrice d'Hors Normes Média, Julien Videret, directeur de l'innovation chez EDF, et Didier Sanz, journaliste tech. Alors, on a parlé évidemment des grands résultats de Nvidia, on a parlé un peu d'Apple, qui justement permettent de reconnaître l'âge des utilisateurs grâce à différents moyens. Et là, on va parler conduite autonome, voiture, avec alors Stellantis qui annonçait ses résultats aujourd'hui. Alors pas forcément super bon, mais c'est pas là-dessus que l'on va s'arrêter. C'est surtout sur cet accord avec, alors il y a Mercedes et Nissan et Stellantis qui vont miser 1,5 milliard sur Wayve. Wayve, c'est une start-up britannique spécialisée dans les robotaxis. On se dit, ben oui, tiens, une bonne initiative, mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'en août 2025, Stellantis, donc c'est pas si vieux que ça, Stellantis avait dit, nous on abandonne nos systèmes de conduite autonome de niveau 3. Ce que je vous propose, on va écouter ce qu'en dit Erwan Morris et on revient juste après. C'est aux côtés de Nissan et de Mercedes que Stellantis investit 1,2 milliard dans Wayve. Cette start-up londonienne fondée en 2017, spécialisée dans les robotaxis, a besoin de fonds pour entraîner ses modèles d'IA. Objectif, passer à la commercialisation et déployer une flotte de véhicules autonomes pour Uber dans une dizaine de villes du monde dès cette année, avant de commencer à équiper les véhicules grand public l'an prochain. Pour le groupe dirigé par Antonio Filosa, cet investissement s'inscrit dans sa stratégie 2030, horizon auquel Stellantis veut généraliser l'assistance à la conduite et les services de robotaxi. Le logiciel conçu par Wayve sera justement intégré à ces véhicules. Pour Stellantis, miser sur cette entreprise britannique est aussi une façon de ne pas laisser le monopole du logiciel de conduite autonome au seul géant de la tech. Depuis quelques mois maintenant, le constructeur déploie aussi des solutions d'IA dans l'objectif de rendre ses usines et ses équipes plus performantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser, Marion, là, de ces... Alors, Stellantis, qui est plombé quand même par de grosses difficultés dans son offre électrique, qui avait quitté en août 2025 en disant la conduite de niveau 3, non, c'est pas pour nous, faut qu'on fasse autre chose. Et puis là, c'est cet investissement. Bon, c'est plutôt un bon signe quand même, là, du coup, de retour à la réalité. Ou au réveil de l'Europe, peut-être, sur sa souveraineté, parce que là, c'est clairement un investissement qui est voué à contrer la Chine et les États-Unis qui vont inonder notre marché. Donc, la voiture autonome, on n'y est pas. Waymo, ça se rapproche. Ils testent en Suisse, au Luxembourg, au UK en Angleterre. Donc, c'est un réveil de l'Europe plus global. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et pas que dans l'automobile en ce moment en Europe. On en parlera peut-être à la fin. Mais il y a un vrai réveil. Et là, pour le coup, avec un investissement, alors à l'échelle de l'Europe, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être que le début,
Mais en tout cas, c'est un super signal pour ne serait-ce que dire au marché aussi, au reste du marché, y compris la concurrence chinoise ou américaine. Bon, là maintenant, on a mis ceinture et bretelles sur un marché futur qui est celui des voitures autonomes, sur lequel nous aussi on a des ambitions. C'est ça le message. Alors, le patron de Stellantis en août 2025 justifiait l'arrêt de ces technos en disant coût élevé, défis technologiques trop importants, incertitude sur le besoin des consommateurs. Bon, on est plusieurs ici à avoir testé les voitures autonomes, l'incertitude des consommateurs. Le tester, c'est l'adopter. On en parle souvent. Effectivement, dans tous les pays où sont présents, enfin des villes où est présent Waymo, les usagers disent qu'ils utilisent un Waymo comme ils utiliseraient un taxi ou un Uber. Et puis même dans ta voiture, quand avec François Sorel, on était avec l'un de ses amis il y a quelques temps à Las Vegas dans le Tesla conduite autonome. Bien sûr. Moi, j'avoue que quand je conduis de temps en temps, je me dis. J'aimerais bien aussi appuyer sur le bouton. Moi, j'en parle tout le temps ici sur ce plateau parce que ça m'irritait beaucoup que les Européens soient très absents de ce marché. Ça me fait très plaisir que certains, dont Stellantis, si on peut considérer que Stellantis, c'est encore une boîte européenne, investissent dans ce sujet. Je pense que la différence avec ce que tu citais, Frédéric, c'est qu'ils ont enfin tous compris qu'ils sont totalement incompétents sur le software et que donc il ne faut pas qu'ils eux-mêmes développent ce genre de choses. Il faut qu'ils aillent investir dans des sociétés dont c'est le métier. Il se trouve que Wave se veut concurrent de Waymo, donc a vraiment des compétences très fortes là-dessus, dont acte, je trouve que c'est plutôt sain, plutôt intelligent. Et moi, ce qui m'intéresse en plus avec Wave, c'est qu'ils ont aussi potentiellement une technologie un peu différente, un peu d'avance. Tu peux nous en dire un mot? Oui. Je ne sais pas si tu as regardé ça un petit peu en fait, aujourd'hui, dans les technologies de conduite autonome, qu'elles soient d'ailleurs pour des taxis autonomes ou pour des voitures autonomes, la plupart reposent sur des cartes de très très haute définition, qui sont des cartes, des maps, qui sont présentes dans le logiciel et qui permettent finalement d'aider à naviguer les capteurs qui sont présents sur la voiture. La technologie de Wave repose, elle, sur du mapless, comme on dit, c'est-à-dire de l'IA de bout en bout, c'est-à-dire qui ne repose pas sur des cartes, mais qui repose sur ce qu'elle voit. Ce qu'elle capte autour de soi. Et donc, évidemment, c'est une technologie absolument clé parce que s'ils arrivent, ça veut dire que la voiture est capable de conduire toute seule de façon autonome et sécurisée partout, au lieu de Waymo, par exemple, qui aujourd'hui ne fonctionne que sur des zones géographiques données dans des villes, alors qu'ils élargissent assez vite, mais qui fonctionnent uniquement. Par exemple, les Waymo ne vont pas chercher à l'aéroport. Quand on va à San Francisco, on ne peut pas se faire prendre par un Waymo à l'aéroport. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mappé, ce n'est pas sécurisé assez. Donc voilà, si Wave apporte ça, ils ont en plus potentiellement une avance technologique intéressante. Mais il faut le redire, la voiture autonome, c'est partout sauf en Europe. Aux États-Unis, c'est partout, en Chine, c'est partout. Là, ça va bien partir, là, parce qu'il y a quand même pratiquement les trois plus gros groupes européens qui sont derrière. Donc ça veut dire qu'il y a On rappelle la Stellantis, Mercedes, Nissan, et puis Stellantis, évidemment, c'est toutes les marques Peugeot. Et BMW. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Stellantis a abandonné le principe parce qu'ils n'ont pas les compétences pour ça. C'est pas leur métier. Leur cœur de métier, c'est de fabriquer des automobiles, c'est pas de faire du logiciel. Ou alors, ils auraient dû s'y mettre il y a très longtemps, avoir une vraie division logicielle. Non, mais même, je veux dire, tout le monde sait que le software dans les voitures, enfin chez les constructeurs automobiles, c'est toujours un cauchemar. Même chez Mercedes, il y a que ils font des efforts. From scratch comme les Chinois. Alors peut-être, mais ou Tesla. Parce qu'ils ont démarré de mais zéro. Ça n'a rien à voir. Ce sont des boîtes de logiciels qui ont fait des voitures. Voilà, ils ont démarré de zéro. Là, c'est l'inverse. On est dans une industrie qui date d'il y a maintenant quelques centaines d'années. Et forcément, il y a un autre pilier qui est le pilier logiciel sur lequel ils ont un vrai problème de compétences. Moi, je me rappelle très bien d'une discussion avec le représentant d'un de ces groupes. Qui ne sera pas nommé. Et quand je lui parlais de l'intégration, justement, technologie connectée, de machins comme ça, on sentait qu'il n'était pas à l'aise du tout. Et je lui demandais, mais est-ce que, par exemple, il y a des vrais problèmes de sécurité ? Quelqu'un peut se balader autour avec des capteurs, récupérer le signal, ou même avec des clés USB, pirater les voitures, etc. Oui, non, mais ça, c'est pas trop notre truc, etc. Le lendemain, c'était marrant parce que le lendemain, il y avait une annonce comme quoi ces voitures avaient été piratées très facilement. Donc, ils n'ont pas la culture du logiciel comme peuvent avoir des petites startups qui sont clairement dans le cœur de métier, effectivement. Donc, autant laisser faire des spécialistes, adopter leur technologie sur un produit qui a été conçu par des spécialistes de l'automobile, et c'est comme ça que ça marchera le mieux. Je reviens un instant sur ce que tu disais, Julien, en expliquant que la voiture, elle n'a pas besoin que chaque rue soit cartographiée, et puis elle est plus à... Oui, ça veut dire qu'elle peut rouler partout. Il faut insister là-dessus, parce que les voitures autonomes aujourd'hui, tu les sors de leur zone de confort, elles s'arrêtent. Elles sont complètement perdues
perdu. Là, il suffit d'analyser s'il y a un pont devant, une route à gauche, etc. La voiture, elle ira toute seule. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en termes d'architecture, tu vois, de calcul, pour calculer tout ça, il y a des choses qui changent aussi dans la voiture? Parce qu'on parle des puces NVIDIA, des Tesla embarquent des puces NVIDIA. Le très bon exemple, c'est Tesla. Tesla fait du mapless aussi, et Tesla arrive à faire du mapless grâce à ces puces NVIDIA à l'intérieur de la voiture. Donc oui, tout à fait, c'est complètement l'objet. C'est plus on embarque de puissance de calcul dans la voiture, plus on est capable d'être performant dans cette matière-là. Il y a quand même toujours une connexion cloud qui de temps en temps va aller récupérer des données, mais globalement, oui, c'est complètement ça l'idée. Et donc derrière, ça veut dire, on boucle la boucle avec le début, plus de puces NVIDIA, plus puissantes, dans plus de voitures. Et de meilleurs résultats pour NVIDIA. Meilleurs résultats pour NVIDIA. D'ailleurs, Stellantis, il ne veut pas seulement vendre des voitures aux particuliers, il veut signer avec Uber, enfin voilà, il y a tout ce genre de choses. Et Marion, toi qui avec Hors Normes Média, tu regardes beaucoup tout ce qui se déroule dans la tech, la géopolitique, c'est réagir aussi. Là, les Chinois nous ont donné alors plus qu'un pic dans les fesses, ils sont allés beaucoup plus loin. Aujourd'hui, avec leur voiture électrique, là, on prend un gros coup dans la figure quand on monte dans une BYD, et on imagine que le jour où ils vont actionner conduite autonome, le jour où ils ont droit en Europe, ça va faire encore plus mal. Donc là, il y a aussi cet enjeu important pour Stellantis un jour se dire il ne faut pas qu'on ait des voitures dépassées face aux Tesla, mais face surtout aux voitures chinoises. Ce qui serait bien, c'est que Stellantis et le consortium se disent on a raté quelque part le virage de la voiture électrique, ne ratons pas celui de la voiture autonome. C'est peut-être, j'imagine, en tout cas, ce serait rassurant qu'ils le pensent comme ça. Par contre, le diable est dans les détails et souvent la question de la géopolitique de la tech se joue dans les composants. Et maintenant, on le voit bien sur beaucoup de sujets. Moi, elle est électrifiée, cette voiture? Elle est quoi? Oui. Elle est électrifiée. Donc, il ne faut pas oublier quand même que le leader mondial des batteries électriques s'appelle CATL et qu'il est chinois. Ouais. Donc, je ne sais pas comment... Voilà, on commence à construire nos batteries aussi. Tu connais bien ce secteur. Il faut qu'on avance beaucoup sur le sujet des batteries. Julien, en tant que directeur de l'innovation chez EDF, mais oui, là aussi, il faut qu'on avance. Alors, on a Vercor, on a même des nouveaux types de batteries sur lesquels on a même Donut Lab qui est censé faire de la batterie solide dans le nord de l'Europe, effectivement. Mais CATL est évidemment le plus gros aujourd'hui au monde et très installé en Europe depuis des décennies, deux décennies quand même. Et technologiquement extrêmement avancé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir. Donc Wave, voyez-le un peu comme le cerveau de la voiture. Et puis, moi je trouve, moi je regrettais beaucoup que Stellantis ait arrêté et annoncé arrêter niveau 3. Je dis mais c'est surtout quand on voyait ce qui se passait à côté. Là, le fait que derrière ils investissent, en plus en s'associant avec de l'innovation partagée avec Mercedes, Nissan, c'est plutôt une bonne chose. Donc on va suivre ça. Et puis maintenant Stellantis doit se concentrer sur l'intégration de ce logiciel, sur l'architecture un peu de ses composants autour de tout ça. Un sujet, alors pour vous dire franchement, moi je me dis c'est un petit sujet un peu geek, voilà, c'est une appli qui détecte les lunettes connectées autour de soi. C'est pas un sujet geek, c'est éminemment grand public. Voilà, oui, un sujet grand public. C'est éminemment important. Et justement, j'ai été convaincu par chacun d'entre vous qui m'ont dit mais non, mais tu te rends pas compte, c'est hyper important. Ça vient d'un chercheur allemand qui, on avait marre de voir de plus en plus ces Ray-Ban Meta arriver. Alors vous savez, il y a une petite lumière quand on filme, on prend la photo, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, on peut désactiver cette lumière. Très facile à désactiver. On peut enlever le bruit et donc on ne sait pas, vous êtes peut-être filmé par quelqu'un, peut-être qu'il est en train de travailler avec la reconnaissance faciale. Surtout, il y a eu plein d'abus qui ont été signalés dans le monde entier, quoi. Voilà. Et donc là, lui, le but, c'est de dire, quand vous promenez, un peu comme quand on est avec son smartphone et que tout d'un coup, on regarde des réseaux Wi-Fi alentour, et bien on voit un peu tous ceux qui sont connectés. Là, c'est son idée parce que c'est par le Bluetooth qu'il fait ça. Exactement. En fait, il détecte les trams Bluetooth. Chaque appareil qui a du Bluetooth émet en fait ce qu'on appelle des trams, c'est-à-dire dit je suis là, est-ce que tu veux te connecter à moi, en gros. Et donc, il détecte en fait ces trams-là et dit attention, quelqu'un a autour de vous une lunette qui est connectée. Et comme elles s'appellent toutes pareilles, il arrive effectivement à détecter ça. Mais en fait, le sujet se prend la technologie et l'appli. C'est effectivement, comme le disait Didier, un sujet de privacy, pardon pour le mot anglais, mais c'est toujours difficile à traduire en français, de respect de la vie privée, qui est absolument fondamental. On a connu déjà en fait ce sujet avec les téléphones portables, évidemment, il y a maintenant 10-15 ans, qui sont interdits dans un certain nombre d'endroits, dans des usines par exemple, pour des questions de confidentialité, dans l'armée, etc. Mais un téléphone, ça se voit. On le prend, on le pointe, on le voit. Là, ça se voit pas.
Et effectivement, on peut désactiver la petite lumière qui est inconductible. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux. Aujourd'hui, alors Mark Zuckerberg, lui, va se faire auditionner par le Congrès avec ses Meta Ray-Ban. Et surtout, disons-le bien, alors pour ceux qui, je pense que tous ceux qui regardent Tech & Co ont déjà vu ces modèles de lunettes, mais pour ceux qui découvrent un peu ça peut-être à l'écran, les Ray-Ban Meta, on a l'impression on voit que c'est des Ray-Ban, des montures un peu grosses. On peut vraiment ne pas s'en rendre. On n'a pas comme les Google Glass de l'époque où on voit, oui, là on se dit, là, il se passe quelque chose. Moi qui connais bien ce sujet, connais bien ce secteur, il m'arrive souvent d'être face à des gens qui les portent et il me faut quelques minutes en me dire tiens, oui, il a les Meta Ray-Ban. J'ai eu le cas hier matin au bureau. Donc c'est quelque chose qui est vraiment partout. Et maintenant, imaginez avoir une caméra en permanence sur vous et surtout avoir une caméra qui peut filmer tout et n'importe quoi. Vous allez faire du sport dans les vestiaires, imaginez ce qu'on peut faire avec une caméra et surtout ce qu'on peut faire des images derrière. Enfin, vous voyez, aller dans une école, dans une crèche, dans des piscines, dans des, j'en sais rien, des usines, des centrales nucléaires. Entendre des gens qui parlent d'une discussion un peu une discussion dans un restaurant, dans un café. On a connu des journalistes qui allaient écouter d'autres journalistes. C'est des histoires récentes. Donc il est question quoi, d'espionnage, on est au bord, on est au... Donc là, on est dans l'intrusion, l'espionnage. On est dans possible. quelque chose en tout cas où on peut à l'insu des gens évidemment les filmer, mais pour moi c'est même pas ça le plus grave, c'est qu'on peut vraiment commettre des crimes avec ces outils quand on va filmer par exemple des gens à leur insu dans des postures délicates ou dans la nudité, etc. Et se servir de ces images sur les réseaux sociaux. Dans les écoles, on sait que le harcèlement, évidemment, par les réseaux sociaux est très important. Enfin, moi, je trouve ça vraiment extrêmement dangereux. Et donc, je pense qu'une régulation de ces outils qui filment à l'insu des gens est vraiment très, très importante. Donc, l'appli, c'est anecdotique parce que c'est un début. Moi, j'avais vu comme l'appli, mais c'est vrai que... Je ne serais pas étonné que dans nos smartphones, par exemple, ce type de détection devienne intégré. C'est-à-dire qu'à un moment, ou dans les lunettes d'ailleurs, on dit « Ah, attention, quelqu'un est en train de vous filmer ». Moi, je pense que c'est quelque chose qui va devoir arriver. Surtout qu'on va avoir... On a entendu hier, alors c'est Samsung, j'ai du mal avec les marques décidément ce soir. Samsung qui a annoncé lors de son Unpacked 2026, qui a annoncé toute une nouvelle gamme de ces Galaxy Smartphone, S26, etc. Mais des nouveaux écouteurs. Et puis, bien, on imagine que ces écouteurs, ils auront peut-être un jour des caméras aussi. Mais les prochains écouteurs de Apple qui sont annoncés... La rumeur annonce une sortie en fin de cette année, vont intégrer a priori des caméras infrarouges. Intéressant. Apple se positionne beaucoup sur le respect de la vie privée, justement. Nous, on ne filme pas, on ne partage pas de données publiques, etc., de données privées en public. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sur les AirTags, ils avaient justement pris des mesures pour éviter ces histoires d'espionnage, puisque n'importe qui pouvait suivre une personne en mettant un AirTag sur sa voiture, son sac à main, ses objets du quotidien, et il y a une fonction... Donc ça a été rapporté à Apple et Apple a décidé donc de créer une fonction qui permet de savoir si on est à proximité d'un AirTag qui n'est pas suivi ou pas, qui n'est pas le sien. Voilà. Et donc c'est intéressant, s'ils font ça, c'est-à-dire utiliser des caméras infrarouges dans leur device plutôt que des vraies caméras par exemple, ça veut dire qu'ils vont s'en servir pour l'IA, ils vont être capables de dire je parle à quelqu'un, je suis en face de quelqu'un, c'est un homme, c'est une femme, parce que l'infrarouge en fait donne une image approximative de ce qu'il voit, mais on ne voit pas la personne. Et on prend beaucoup moins de risques. Et puis là, en plus, Meta a annoncé qu'il voulait revenir sur la reconnaissance faciale. Ça veut dire qu'on sera en face d'une personne, on pourra l'identifier tout de suite. Donc, on peut aller très vite sur du profilage, sur même de ils le vendent, je ne sais plus quel est l'exemple que sortait Anthony Morel l'autre jour, mais ils le vendent toujours comme... ils te sortent toujours les exemples très béni oui, des exemples très... feel good. Oui, voilà, ça va vous aider à ça, etc. Mais c'est vrai que quand on connaît un peu, Marion, ton regard aussi sur ces... Oui, je pense qu'il y a un devoir de vigilance. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors, là encore, la régulation ou la justice n'est pas du tout prête par rapport aux usages qui nous dépassent, en fait. Mais ça viendra. Probablement qu'il faudra une régulation très vite sur ces sujets-là, parce que c'est quand même la vie privée qui est en jeu. Donc, vie privée ou secret professionnel. Et c'est souhaitable. Oui. Mais du coup, comment vous voyez ça? Non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, j'aime bien titiller Didier sur ces sujets parce qu'il est... Non, mais depuis des années, déjà depuis les premières webcams, on sait très bien qu'il y a un problème de protection de la vie privée. Et les Américains, je schématise, mais les entreprises de la tech qui cherchent surtout à faire un business se soucient très peu de ces histoires d'intimité, de respect de la vie privée. On propose, on crée, on propose, on commercialise et après on réfléchit à savoir si ça peut poser problème ou pas. Et puis dès que les législateurs interviennent en disant mais attention, ils crient à la Rappelez-vous comment est né Facebook. La liberté d'expression.
Ouais. Enfin, si demain c'est ICE qui les porte aux États-Unis, tu vas voir que ça va très très vite concerner tous les Américains. Ouais, sauf ceux qui les soutiennent. Sauf ceux qui les soutiennent, absolument. Il y a un sujet aussi culturel, effectivement, qu'on pourrait assez bien connaître la Chine. En Chine, se faire filmer ou être filmé à son insu, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, c'est-à-dire que c'est institutionnalisé, exactement, et donc c'est quelque chose de tout à fait acceptable, sauf dans son domicile. Dans sa sphère privée. Où là, il y a vraiment quelque chose où quand je suis en privé, je suis chez moi, et là, même l'État ne rentre pas. Il y a encore un sanctuaire quand même. Il y a un sanctuaire. Et donc, c'est effectivement très différent. Je dis ça parce que c'est très différent effectivement d'une culture à l'autre, entre une culture européenne très privacy-centric, donc très respect de la vie privée, des Américains très laisser-faire jusqu'au jour où ça pose des vrais problèmes. Et là, alors là, on tape très 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 fort pour réglementer. Et les Chinois qui disent... En public, aucun problème. Par contre, chez moi, dans mon domicile, jamais de la vie. Donc, il va y avoir des approches très différentes. Toi qui voyages beaucoup, justement, c'est très asiatique. Est-ce que les Japonais, Coréens sont... Indiens, par exemple, pour le coup, c'est très chinois, à ma connaissance. Le respect vraiment de la sphère privée au sens du domicile, du foyer, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent des familles chinoises savent qu'en public, on ne se lâche jamais sur, par exemple, des questions politiques. On est très prudent, ce qu'on dit. Par contre, en privé, chez soi, la parole est libre. Donc, c'est des choses qui sont assez culturelles. Et bon, en tout cas, je trouve que ce sujet n'est pas un petit sujet. Non, et puis on a un arsenal législatif quand même qui est censé intervenir. C'est-à-dire, on a tout ce qui est le droit de l'image publique, le droit de reproduction, le droit. Enfin, il y a plein de droits qui s'appliquent. Et au bout d'un moment, il faudra. Parce que le problème... Le droit à l'image, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais... le droit d'auteur est né en France, il faut le rappeler. Oui, absolument. Mais le problème, c'est que je filme quelqu'un avec mes lunettes connectées, je ne vais pas tout de suite mettre ça sur Insta ou etc. Je peux les garder pour moi, des petits garçons à la piscine, par exemple. C'est un très bon exemple, ça. Les garder chez moi, en faire toute une collection sur mon ordinateur, personne n'en saura rien. Ouais. Et là, il y a un vrai problème. Ouais. Donc, il y a vraiment ce souci de législation. En tout cas, voilà, l'application, elle s'appelle Nearby Glasses, et c'est vrai qu'elle interpelle justement sur cette législation. Ce serait quoi l'objectif? Ce serait que un législateur européen prenne la chose en main, américain. En tout cas, s'il y en a un qui va prendre la chose en main en premier, c'est probablement effectivement un législateur européen, parce qu'on adore ça, la régulation quand même. Mais moi, je pense que ça peut tout à fait être un win pour les gens qui fabriquent les téléphones, donc qui fabriquent les OS, donc pour Apple et Google, de dire, voilà, par sécurité, moi, je mets ça sur mes appareils, parce que c'est un secret de polichinelle, Apple va lancer la même chose, Google va lancer la même chose, et peut-être dire, et en plus, je vais aller filtrer celles de mes concurrents pour être sûr qu'ils ne vous font pas de mal. Surtout qu'on voit aujourd'hui, je reviens juste un instant sur l'annonce des smartphones Galaxy, notamment hier. C'est comme la voiture avant, on disait voilà, elle a 8 cylindres en V, tout ça, maintenant on s'en fiche, on vous présente plutôt toutes les fonctionnalités internes. Là, Galaxy, ils ne nous ont pas trop parlé de l'appareil photo à 1000 millions de pixels, tout ce que l'on veut. Non, ils ont parlé à la fois simplicité, avec l'IA intégrée à l'intérieur qui permet de mieux répondre au téléphone, enfin de répondre à notre place, où on est en train de parler de ses vacances à quelqu'un, sur WhatsApp, eh bien il va dire tiens, il parle de ses vacances l'été dernier en Corse, on a les photos qui vont apparaître. Et troisième point, ils ont beaucoup insisté sur la confidentialité, avec une nouvelle application, l'écran qui se met un peu en flouté dès qu'on... Très impressionnant. Voilà. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est que vous êtes en train de... je reçois un message, j'ai pas envie que mon voisin le voie, et bien Surtout dans le train. Voilà, il y a un jeu de pixels qui se fait. Moi, je peux le voir, mais mon voisin ne le voit plus. Et ça, c'est quand même ce terme de confiance, de confidentialité. On le voit, ils en sont de plus en plus conscients et donc ils le mettent sur ces machines. Il me reste à vous remercier pour ce débrief passionnant. Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Hors Normes Média, donc tout ce qui est géopolitique et tech, donc à suivre sur Hors Normes Média. Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF. Didier Sange, journaliste tech. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Tech & Co, c'est pas fini. Rendez-vous exceptionnel, c'est dans quelques secondes, juste après cette courte pause. Yoshua Bengio, ça ne vous dit peut-être rien, c'est un chercheur franco-marocain installé au Canada, pionnier de l'apprentissage profond deep learning. Il est professeur aujourd'hui. Il n'a pas fait comme Yann Lequin et Geoffrey Hinton, avec qui il a copartagé un prix Turing en 2018, quand même le prix Nobel d'informatique. Lui, il est resté dans ce monde de la recherche. Je vous conseille vraiment cette interview. Ça nous apporte vraiment un éclairage enthousiaste quand même, mais aussi avec, vous allez avoir quelques inquiétudes, mais très juste sur ce qui se passe dans l'IA. Yoshua Bengio, c'est tout de suite sur BFM Business.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.